Hello Top Top Mom, bienvenue dans les studios de chez 360 où j'ai l'honneur aujourd'hui de parler avec Laurence des cliniques Kinatex à Beauport. Oui, mais en fait, Beauport et Saint-Roch. D'accord, c'est vrai. Sur deux sites. Excuse-moi, ma chère Laurence. Donc aujourd'hui, on va parler de plagiocéphalie, mais avant ça, j'aimerais que tu me parles plus de c'est quoi ton rôle dans le développement de l'enfant, toi? Comment tu peux aider nos Top Top Moms avec leurs enfants? Oui, bien, en fait, en physiothérapie, on a quand même une approche là, avec les enfants qui est beaucoup par exercice. On est beaucoup les conseillers. Donc, avec les très jeunes enfants, avec les bébés, il n'y a pas énormément de thérapie manuelle qui est faite. Il y a certains physios en pédiatrie qui ont une formation plus poussée puis qui vont faire plus de la thérapie manuelle, vraiment à proprement dit. Mais sinon, c'est beaucoup par exercice, par le jeu. On conseille les parents. On est beaucoup aussi un peu des détectives que j'aime que j'aime dire que des fois, c'est des petits trucs qu'en tant que parents, on porte. On voit tellement souvent notre bébé qu'on ne remarquera pas, mais que nous, on est là justement pour dire ah, ben il y a des. Soulever un peu ces petits points-là puis donner des exercices pour corriger ça. Fait qu'on est vraiment un peu des alliés, des conseillers là, pour les parents pour favoriser que le développement moteur se fasse le mieux possible. Donc, si je comprends bien, en fait, même si nous, en tant que parents, on ne soulève pas de difficultés au développement moteur, ce serait quand même bien d'aller en prévention, voir un physiothérapeute en pédiatrie pour s'assurer, en fait, que ça va bien, parce que souvent, nos yeux vont s'habituer à voir l'enfant bouger d'une telle façon, puis nous, on ne sera pas capable d'identifier cette difficulté-là? Parfois, oui. C'est sûr que c'est pas un essentiel à tout bébé qui se développe bien. Je crois que là, c'est pour ceux qui ont regardé aussi là, avec Elisabeth là, la dernière fois, ma collègue qui vous avait discuté, elle parlait beaucoup Si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Oui, c'est ça. Puis, Elisabeth soulevait beaucoup la symétrie. Fait que nous, c'est souvent là-dessus qu'on va... des choses qu'on remarque. Parce que sinon, déjà, avec un peu les lignes directrices du Naître et Grandir et puis tout ça, on peut quand même suivre un peu notre enfant et ce qui fait les acquis pour son âge. Donc, c'est pas toujours nécessaire d'aller, si on n'a pas de problématique, d'aller en physiothérapie, mais c'est certain que dans le moindre doute, bien, quand même de faire une validation. Puis nous, après ça, on peut juste dire oui, non, justement, cibler des petites choses. C'est certain que c'est pas mauvais, là. C'est sûr que la prévention est toujours mieux que l'état d'urgence, n'est-ce pas? Exactement. Et puis là, pour nos mamans qui nous écoutent, qui vont vouloir mesurer la symétrie au millimètre près, j'imagine que quand on parle de symétrie, c'est quelque chose qui se voit à l'œil nu, pas besoin de sortir une règle. Là. En fait, quand je parle de symétrie, c'est beaucoup... Bien, c'est sûr qu'on va regarder, surtout avec notre sujet d'aujourd'hui, avec la plagiocéphalie, la symétrie plus au niveau de la tête et tout ça, que nous, on a des instruments de mesure. Mais sinon, ce qui est plus facile à voir souvent, c'est des asymétries au niveau du développement moteur. OK. Donc, par exemple, bébé qui va utiliser toujours plus une main pour mettre toujours la même main à la bouche ou qui va toujours se retourner du même côté, qui va se traîner toujours assis sur la même fesse. Fait que c'est plus des éléments comme ça que les mamans peuvent détecter à la maison. Parce que c'est certain qu'on n'a pas un compas dans l'œil, là, vraiment, d'être capable de voir justement au millimètre près. Donc, c'est vraiment plus au niveau toutes les activités, tout ce que bébé fait, normalement, devrait être capable de le faire aussi bien d'un côté que de l'autre. OK. Puis après ça, j'ai une question. Mais là, j'en ai une autre encore. Est-ce que, par exemple, un enfant qui se traîne toujours du même côté, sur la même fesse, est-ce que c'est vraiment toujours une non-symétrie ou ça peut être aussi une préférence? Les deux, en fait, vont souvent ensemble. Souvent, quand on remarque une préférence, c'est qu'il y a une asymétrie quelque part. Des fois, juste une difficulté à faire le changement de poids, le transfert de poids, en fait, d'une fesse à l'autre, des choses comme ça, ou que, justement, suite à un torticolis, une plagiocéphalie, bébé a pris l'habitude de toujours faire les choses du même côté et beaucoup plus fort de ce côté-là. Donc, c'est devenu une préférence. Donc, c'est ça, c'est une préférence. Puis des fois, c'est quand même quelque chose qui va traîner dans le temps. Puis qui fait que si on avait une préférence au début pour le premier acquis, bien, il va s'habituer puis il va tout faire les autres étapes toujours de ce côté-là. Puis c'est là qu'après ça, des fois, on a besoin vraiment d'avoir autant... Tu sais, par exemple, la marche à 4 pattes. Oui. C'est une activité qui est réciproque, donc qui utilise les deux côtés. Oui. Puis pour ça, il faut que je sois capable autant d'aller sur mon côté droit que sur mon côté gauche, je vais avoir une marche à 4 pattes. Okay. Donc, un bébé qui n'aurait pas cette capacité-là, qui aurait gardé cette préférence-là trop longtemps, à la longue, ça peut devenir, et là, je mets beaucoup de guillemets, là, un petit handicap de ce côté-là. En fait, c'est un défi de plus là, que nous, il faut qu'on essaie de briser et d'aller rechercher plus à la base là, pour mettre toutes les fondements pour que la suite évolue bien. OK. Je m'excuse de mes questions impromptues qui ne sont pas citées, mais c'est parce que ça m'intéresse vraiment. OK. Donc, si vous avez constaté sur notre chaîne Instagram, akinatex.québec et beden.urbaine, on a fait des capsules, on essaie de vous donner le plus d'informations possible. On a fait aussi des chaînes de vrai ou faux. On vous remercie beaucoup de votre participation. C'est vraiment chouette de voir vos réponses. Et il y en a un qui a attiré mon attention parce qu'habituellement, vous êtes vraiment
C'est très soit similaire ou en tout cas, la réponse est clairement faite. Et là, moi, j'ai une question parce qu'à 77 les top moms ont répondu que si l'enfant se tourne la tête des deux côtés, ça veut dire qu'il n'y a pas de torticolis. Et là, tu me confirmes que ça, c'est faux. Donc, là, c'est là que je pose la question, honnêtement, pour ma propre culture. Un enfant qui tourne sa tête des deux côtés peut quand même avoir un torticolis. Oui, exactement. Et comment ça s'explique, ça, Marie-Charles Laurence? Le torticolis, c'est une condition qu'on voit quand même souvent chez les bébés, puis qu'il y a différents degrés, si on veut, de sévérité ou différents niveaux d'implication du muscle. Donc, on a 3 catégories, 2 qu'on voit vraiment plus souvent, une qui est plus rare. Donc, je vais aller là en gradation. Donc, au début, on a le torticolis qui est postural. Donc, à ce niveau-là, le muscle, parce que je prends un pas de recul. Donc, le torticolis, en fait, ça se trouve à être une affectation du muscle sternocléido-mastoïdien. Donc, un nom, ça de long, pour dire qu'il part... nom de dinosaure. Exactement. Pour dire qu'il part de derrière la tête, qui longe ici, puis qui vient se rattacher jusque sur le sternum et la clavicule. Ça, c'est la même chose chez l'humain adulte, là. Hein? Oui. Ça, le muscle ne change pas de place là, avec la croissance. Et ce muscle-là, ce qui va avoir son action, c'est que celui de droite, par exemple, va me faire pencher à droite et tourner à gauche. Celui de gauche va me faire pencher à gauche et tourner à droite. Et dans le torticolis, chez le bébé, c'est ce muscle-là qui soit peut avoir une certaine raideur ou juste être un petit peu rétracté. Donc, qu'est-ce qui arrive à l'inverse quand il est trop lousse, comme on va dire en bon québécois? C'est une excellente question. Je te dirais que ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va voir en physio. Ça va être plus des fois une hypotonie, un bébé qui est moins fort un petit peu, mais nous, c'est vraiment plus, on va travailler avec le muscle qui est plus... trop contracté. Exactement. Puis donc, dans les différents niveaux, si je reviens à mon torticolis postural, ça veut dire que le muscle lui-même, là, il n'est pas raccourci, il est juste des fois soit un peu tendu ou que le bébé a pris une préférence d'être dans cette position-là. Donc, à ce moment-là, je suis capable d'aller tourner des deux côtés parce que mon muscle n'a pas perdu sa souplesse. Mais je ne suis pas capable de pencher. Bien, je vais être capable de pencher. Je vais être capable quand même de faire toutes les amplitudes, mais on a quand même une préférence qui est présente. C'est là qu'on vient un petit peu avec le terme de préférence. Et du fait qu'il y ait une position qui est asymétrique, qui est maintenue dans le temps, c'est considéré comme un torticolis. Ensuite, on a le torticolis musculaire, où là, vraiment, il va y avoir une certaine raideur au niveau du muscle. Et là, on peut avoir une diminution de l'amplitude. Fait que soit en rotation du côté opposé, soit en inclinaison. Dépendamment là, des bébés, ça peut quand même varier d'un à l'autre. Des fois, c'est les deux, et la rotation et la flexion latérale. Des fois, c'est seulement un des deux aussi qui va être restreint. Et là, selon, on considère que c'est un torticolis qui est musculaire. Puis des fois, ça va être un petit peu plus long d'aller chercher notre souplesse complète parce qu'on a une étape de plus à faire. C'est ça. Puis la troisième étape, troisième degré, si on veut, là, de sévérité, ça, c'est un qu'on voit quand même vraiment moins souvent, c'est le torticolis fibreux. Fait que là, c'est vraiment les fibres du muscle qui sont un petit peu fibrosées, donc qui ont vraiment perdu de la qualité d'élasticité au fil du temps. Puis ça, c'est souvent un torticolis là, qui va être un petit peu plus dur à aller régler. C'est quand même possible là, de le travailler et tout, mais ça, on le voit moins souvent. Là, on voit plus souvent le postural puis le musculaire. Donc, quand j'ai dormi dans une mauvaise position et que moi, j'ai un torticolis, c'est un torticolis postural. Oui, on peut dire ça. C'est sûr, la différence, c'est que chez l'adulte, le torticolis, c'est un peu comme il est coincé, j'ai mal, je suis pas capable. Chez le bébé, c'est pas nécessairement que ça fait mal. De bouger. C'est ça. C'est pas nécessairement que ça fait mal. Ça va pas l'empêcher de bouger. C'est vraiment juste une position un peu de confort qui a été prise, qui reste là. Donc, c'est pas une condition qui est douloureuse pour bébé. Puis là, quand on parle d'un bébé neuf, là, cette position douloureuse-là, mis à part dans l'environnement intra-utérin, elle peut avoir été prise où? Bien, c'est sûr que chez le bébé naissant, si on a déjà un torticolis qui est présent, c'est en lien avec le positionnement intra-utérin ou des fois à la naissance, avec l'accouchement, si des fois ça a été tiré ou le bras a été un peu étiré. Des fois, il peut avoir vraiment plus une réaction à ça qui est comme quand même assez traumatisant comme événement pour le bébé, l'accouchement. Ou même si des fois, s'il y a des petites fractures de la clavicule, étant donné que notre muscle vient s'attacher sur la clavicule, bien là, on se place comme ça pour éviter que ça tire toujours sur cette fracture-là qui est douloureuse. Donc, ça peut être vraiment ça dès la naissance. Des fois, à la naissance, il n'y a rien. Puis tranquillement, ça va être comme acquis au fil des premiers mois pour... X, Y, Z raison. Exactement. On ne le sait pas nécessairement. C'est ça. Des fois, ça va être vraiment dès la naissance, puis des fois, ça se développe là, dans les premiers mois. J'ai encore une autre question.
j'imagine que ce positionnement-là, il faut qu'il soit fait plusieurs fois par jour ou qu'il soit sur de longue durée pour que ça vienne créer un torticolis, en fait. C'est pas juste une fois, il s'est positionné comme ça dans l'auto, puis là, je l'ai sorti, puis là, il était comme ça, puis j'ai peur qu'il y ait un torticolis, là. Non, c'est ça. C'est vraiment une position une posture qui est maintenue dans... Souvent, on va laisser bébé sur le dos, on va prendre des photos. Ah, il est toujours comme ça, un petit peu. Ou des fois, faut toujours que je me mette sur le côté pour prendre la photo. Des fois, c'est niaiseux, mais c'est des petites choses comme ça qui font qu'on peut le détecter. Ou quand on vient à se dire, j'ai l'impression qu'il va être droitier. Oui. Des fois, ça, c'est des petits indices qu'on peut... qui font que c'est assez souvent cette position-là pour voir que vraiment, c'est dominant. Parce que là, bébé droitier-gaucher, on n'est pas censé être capable de dire ça. Jusqu'à 2 ans, on devrait pas avoir de préférence. Mon Dieu, OK. Fait que s'il y a déjà... OK, parfait. Si on a déjà décelé ça, c'est peut-être parce que... Exactement. Est-ce que c'est une asymétrie, j'imagine? Oui. J'allais dire une dissymétrie, mais non, j'inviterai pas de question. Puis si je peux continuer là-dessus, juste pour enchaîner, bien, c'est que souvent, notre torticolis, il va être relié à la langue, étant donné qu'on a toujours la pression au même endroit. Ce que ça peut faire, c'est quand le bébé essaie de grandir, le crâne est très, très malléable au début. Oui. Hein? Donc, si j'ai toujours la pression exactement au même endroit à cause de ma préférence, bien, ça peut venir créer un petit aplatissement. Puis c'est là qu'on embarque dans ce qu'on parle de plagiocéphalie. Donc, c'est pour ça que les deux sont très, très, très souvent reliés. Pour moi, en fait, c'est complètement... c'est indissociable. Si j'ai un bébé qui vient à la clinique avec une référence pour une plagiocéphalie, bien, moi, dans ma tête... Ça sonne torticolis. Ça sonne torticolis. J'évalue le torticolis parce que... Okay. Pourquoi il serait pourquoi il serait plat seulement d'un côté s'il n'y a rien qui est toujours dans cette position-là? Je sais pas si tu me suis jusque-là. Je te suis complètement, ma chère d'avance. Oui. Donc, super. Et suite au vrai ou faux qu'on a publié, en fait, sur notre compte Instagram, on a eu des questions des mamans qui sont survenues. Alors, ma première question, c'est la plagiocéphalie. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux autres que les enjeux esthétiques? Oui, bien, c'est certain qu'il y a... l'enjeu esthétique, c'est souvent ce qui est le plus souvent relevé là, par les parents et tout. Un peu comme je disais, moi, avec une plagiocéphalie, je vois un torticolis. Et le torticolis, lui, peut vraiment avoir des impacts au niveau moteur sur tout le développement. Ça, peut-être, on prendra le temps de s'étendre un petit peu plus là-dessus après. Inquiète-toi pas. Mais ça, on pourrait rester plus dans la question. En fait, la plagiocéphalie, en soi, fait vraiment une déformation au niveau du crâne. Puis, je prends le temps aussi de faire la différence entre les différents... type de déformation crânienne. Donc, lorsqu'on parle de plagiocéphalie, c'est vraiment un côté de la tête qui va être un peu aplati. Fait que c'est sur le côté. Et en lien avec ça, souvent, il va y avoir un petit décalage de tout le côté de la tête. Fait que des fois, on peut avoir le front qui va être plus bombé, l'oreille qui est plus avancée. Des fois, dans les cas plus sévères aussi, la joue. Il peut y avoir quand même au niveau de la mâchoire un petit déplacement. Là, je parle quand même dans les cas qui sont assez... Oui, mais je ne savais pas que ça pouvait aller jusque-là, OK? Exactement, parce que c'est sûr que ça ne fait pas seulement s'aplatir là, ça pousse sur tout. Non, c'est ça, oui. Fait que c'est vraiment comme ça. Donc, au niveau de la plagiocéphalie, ça, c'est vraiment notre plat seulement d'un côté. Quand on parle de brachycéphalie, ça, c'est vraiment le plat qui est directement à l'arrière. OK. Donc, et dans la brachycéphalie, ça, c'est souvent chez des petits bébés, des petits bébés de porcelaine là, qui sont tout tranquilles, qui dorment beaucoup, puis tout ça, qui sont assez passifs. Ça, souvent, c'est ces bébés-là qui sont plus à risque d'avoir une brachycéphalie parce qu'ils sont souvent couchés sur le dos. Puis ils restent dans cette brachycéphalie, elle est moins reliée au torticolis dans ce cas-là. Exactement. La brachycéphalie peut être présente sans torticolis. Okay. Puis sinon, il y a la scaphocéphalie. Okay. Ça, c'est l'inverse. Là, être aplati à l'arrière, c'est vraiment comme plus étroit, puis un crâne qui va être plus allongé. Okay. Après ça, il y a aussi un spectre de forme de crâne naturelle. Ça, c'est pas... on n'a pas une forme, puis si c'est pas ça, on considère qu'il y a une déformation, pas du tout. Puis ça, en fait, bien, ça, c'est une condition qu'on va moins voir en physio un petit peu. Mais c'est ça. Fait que nous, on voit beaucoup plagio et brachycéphalie, mais c'est ça. Scaphocéphalie, ça, c'est plus aplati puis un petit peu plus allongé. OK, mais vraiment sur le sens... Pas les cônes aides, là, vraiment sur le avant-arrière. Mais des fois, ça peut faire un petit cône aussi. Ah oui, OK. Ouais, ça peut arriver. Mais c'est ça. Mais ça, si c'est pas en physiothérapie qu'on va voir ça, ça va être avec un médecin de médecine traditionnelle, en fait. Oui, mais en fait, c'est que c'est des cas que, oui, on va pouvoir travailler sur le positionnement et tout, mais qu'en soi... souvent, si le bébé n'a pas de torticolis, qu'il n'y a pas de quoi que ce soit, mais qu'il y a juste cette prédisposition un petit peu à avoir ça, des fois, là, ça va être plus une prise en charge avec des orthèses crâniennes puis des choses comme ça. C'est ça, OK. Oui, donc les petits casques, là, ça qu'on y reviendra. Mais sinon, donc, pour les problématiques qui peuvent être liées à la plagio, fait justement, une plagio qui est assez sévère, qui vient créer vraiment une asymétrie au niveau de la forme du crâne, mais c'est certain que des fois, plus tard, bien, c'est des casques, les casques de vélo, les casques de hockey qui peuvent ne pas bien faire sur la tête, puis on sait que
qu'un casque soit efficace, il doit avoir quand même là, une bonne congruité avec la forme du crâne. Puis sinon, même justement, dans les cas plus sévères où la joue va être avancée, que la mâchoire, bien là, des fois, c'est même au niveau des fois de l'alimentation ou de la vision, si on a vraiment un côté qui est plus bombé. Encore là, ça sort un petit peu de mon oui, mais ça peut aller jusque-là quand même. Mais dans les cas plus sévères, là, on le voit rarement, mais ça peut aller jusque-là. OK. Puis sinon, bien, côté physiothérapie, moi, c'est vraiment plus l'aspect développement moteur symétrique que je prends en charge beaucoup avec ces enfants-là. Souvent, ils rentrent pour le crâne. Même des fois, une fois que le crâne est revenu bien beau, on suit encore un petit peu parce qu'il nous reste des choses au niveau moteur qu'on veut corriger. OK, parce que c'est parce que ça peut amener un retard moteur. Des asymétries motrices qui peuvent après ça mener à d'autres problématiques. OK. Ouais. Il y a même un suivi, même quand le crâne a été bien... OK. Exactement. Je m'éloigne un peu de seulement la question. Non, mais on aime ça. On aime ça, s'éloigner. Nous, on est là pour ça. Puis là, je reviens à ton fameux petit casque, qui doit avoir un autre nom qu'un petit casque, mais appelons-le petit casque. Oui. C'est pas vous qui faites ça, c'est vraiment ceux qui vont faire des orthèses. Exactement. Okay. C'est... nous, en fait, la procédure, comment ça fonctionne, c'est jusqu'à 6 mois, normalement. C'est vraiment traitement par position, par exercice. Okay. Puis, quand en physio, on voit qu'à 6 mois, on a une asymétrie encore qui est assez sévère, qu'on voit que la progression n'est pas super, bien là, nous, on va faire une référence. En fait, on demande au médecin de famille de faire la référence pour que ce soit vu par le physiatre. Un physiatre, OK. Un physiatre. Puis, en fait, là, mettons, dans la région de Québec, c'est toujours le même médecin qui va venir... qui est responsable, en fait, qui voit tous les bébés, qui va te faire toutes c'est elle qui voit pour la décision au niveau des orthèses. Fait que OK. nous, quand on voit, je crois que ça va prendre ça, on envoie la référence. Là, c'est entre leurs mains. Puis ça se fait justement autour de 6 mois. Okay. C'est très rare que ça va être avant ça. Des fois, ça va être un petit peu plus tard. Mais c'est certain qu'on veut le mettre avant que le crâne soit trop soudé. On veut que ça se fasse quand c'est encore malléable. Puis après ça, souvent, donc, eux s'occupent vraiment de la partie casque. Nous, on va quand même continuer de faire le suivi à la clinique. On va reprendre nos mesures pour évaluer, mais eux continuent de le faire quand même. Il y a vraiment toute une équipe, justement, de techniciens orthèse-prothèse puis tout ça qui s'occupe de la partie orthèse. Puis nous, on continue justement avec la partie développement moteur et tout ça, là, que ça, on va continuer de voir à la clinique. C'est un travail d'équipe, quoi. Exactement. Super. Donc, l'autre question, c'était à quel âge les coussins sont conseillés? Là, si je peux me permettre une aparté là-dessus, sachez que Santé Canada, qui est un organisme qui s'occupe de la santé et de la sécurité de nos enfants, ne nous recommande aucun objet pouvant augmenter les risques de suffocation, et ce, avant 2 ans. Et là, je sais que dans notre boutique en ligne, on a le plus merveilleux oreiller qui a été dessiné par Maovic, mais on peut l'utiliser peut-être pour support lombaire, pour le tummy time, le fameux le temps sur le ventre, pour les changements de couche, un coussin pour l'allaitement, mais vraiment comme oreiller proprement dit, avant 2 ans, ce n'est pas recommandé. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses, ma chère Laurence? Moi, de la question, je l'ai vu beaucoup plus au niveau des petits oreillers, des fois en cœur, les oreilles d'éléphant. Oui, c'est vrai. Moi, c'est un peu plus comme ça que j'ai vu la question, parce que surtout que les oreillers en soi, chez les tout-petits, moi, c'est rarement quelque chose avec quoi je vais avoir à... Mais en fait, on dit souvent quand l'enfant va mettre, par exemple, sa peluche pour s'accoter, va dormir beaucoup sur son bras. Là, on peut penser qu'il peut avoir besoin d'un oreiller, mais moi, j'aime bien faire la blague que dormir avec un oreiller, c'est un trip d'adulte. Puis on dirait qu'on en a besoin de notre oreiller, ou il y a même des gens, c'est 2 oreillers, une entre les jambes. Mais théoriquement, d'un bébé humain n'a pas nécessairement besoin d'un support pour sa tête. C'est ça. Puis même au niveau, justement, des petits oreillers, plus qui vont dire orthopédiques, quoi que ce soit, c'est pas nécessaire non plus. En soi, les petits oreillers en cœur, des fois avec le trou, ça peut être utilisé plus en prévention, mais en soi, c'est pas un traitement. Parce que ce que ça fait, ça mais se relève ça un aide petit vraiment peu. en prévention? C'est pas essentiel. Est-ce qu'on vient de sauver 35 Laurence, toi et moi, ensemble? Là? Parce qu'il y en a des gadgets dans la Il y a beaucoup de gadgets pour les bébés. C'est ça. Ça va dégager un petit peu la base du crâne. Ça peut enlever un petit peu de pression. Mais en soi, par exemple, que j'ai un bébé avec un torticolis qui a toujours la pression au même endroit, même si j'ai l'oreiller, ça va pas corriger ma position. Oui, ça ne l'empêchera pas de se mettre dans sa position de préférence. Exactement. Je comprends, OK. Donc, en soi, c'est pas mauvais, mais l'oreiller, en soi, va pas être un traitement. Fait que ça peut être utilisé en prévention. Toujours sous surveillance, évidemment, comme on disait, rien dans la couchette. Mais des fois, c'est plus si vous voulez l'utiliser dans les siestes, des choses comme ça. C'est pas mauvais. Mais sinon, dans un cas des petits bébés qui vont avoir une asymétrie au niveau du crâne, donc une plagiocéphalie,
là, les alternatives, en fait, que je proposerais, si on veut encore aller dans les gadgets, il y a soit le petit chapeau tortelle. Je sais pas si... je ne connais pas. Ça ressemble un petit peu à un petit casque de bain. OK. Avec un espèce de petit coussin, de petites lignes qui est attaché fine, dessus. Okay, ouais. C'est ça qui est environ là, une petite grosseur. Puis qui fait juste que si je place ma petite queue de tortue d'un endroit, bien là, c'est plus dur pour le bébé de se tourner. OK. Donc, par exemple, un bébé qui serait toujours appuyé sur le côté droit, toujours tourné à droite, puis je veux l'empêcher d'être comme ça, bien, je mettrais mon petit tortel avec la ligne du côté droit. OK. Comme ça le maintient du côté gauche. Je ne connaissais pas l'existence d'un tel casque. Ça s'appelle vraiment un casque tortue? Ben, c'est la marque Tortel. Okay. Après ça, probablement qu'il y a d'autres marques. Je ne veux pas non plus faire de publicité pour une marque. Non, ça ne pas sponsorisé par absolument rien ici aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que ça, des fois, ça peut être une alternative si vraiment on veut utiliser un accessoire pour corriger le positionnement. Et c'est homologué par Santé Canada? Mais encore là, c'est toujours sous surveillance. Toujours sous surveillance, OK, parfait. Ça peut être pour les siestes sous surveillance, puis tout ça, ou pour les périodes de jeu. Oui. Mais ouais, sinon, encore là, pour varier plus au niveau du positionnement, parce que c'est vraiment le positionnement qui va être le nerf de la guerre pour le traitement torticolis plagiocéphalie. Donc, sinon, on a le petit Delta Baby aussi, ou tous les petits coussins de positionnement latéral. Donc, je pense que ça va être un plus gros coussin dans le dos avec un petit devant. Triangle, là, oui. Oui, c'est ça. Puis là, ça positionne le bébé sur le côté. Puis encore là, on vient libérer la pression. Toujours même chose que les autres, toujours sous surveillance. Mais là, tu me parles bien quand on a un enfant qui a une plagiocéphalie, qu'on utilise ces objets-là. Donc, c'est pas des outils, le casse-tortelle ou le Delta Baby. C'est pas des choses qu'on utilise en prévention. Le tortelle, non. Le Delta Baby, ça peut. C'est que ça maintient le bébé sur le côté. Qui peut être... Dans le fond, c'est bien de varier les positions de bébé qui a un problème au niveau de la tête, de torticolis ou tout ça, ou pas. Mais le tortelle, c'est vraiment dans un cas problématique. Là, où on a un traitement, là. C'est ça, où on veut vraiment agir sur une condition. Mais vraiment, tous les coussins, tout ça, il n'y a rien d'essentiel. Mais des fois, ça peut... Si on a l'intérêt de l'utiliser, là, comme petit coup de pouce, là, ça, c'est possible, mais toujours sous surveillance. Parfait, c'est ça. J'aime bien le sous-surveillance. Est-ce qu'on l'a assez dit, sous-surveillance? Non, je pense qu'on l'a dit. Je pense que Santé Canada nous remercie d'avoir mentionné tout ça. La troisième question que j'ai, c'est des exercices pour justement un bébé qui se tourne toujours du même côté, qui a déjà une préférence, puis on aimerait ça l'aider à... Oui. Bien, c'est certain que ça, il y en a, là, une panoplie qu'on peut faire. Puis c'est sûr que moi, j'ai toujours aimé donner des exercices spécifiques à la condition de chaque bébé, évidemment. Donc, c'est sûr, c'est l'idéal. L'importance de consulter votre professionnel de Kinatex. Dans l'idéal, on veut voir les bébés avant. mais sinon, des trucs qui sont assez simples. Des fois, juste de suivre des yeux. Si on voit que le bébé est toujours à droite, bien, je vais utiliser un petit jouet. Par exemple, là, souvent, quand ils sont tout petits, les contrastes noir-blanc, ça attire beaucoup l'œil, ou encore les lumières, la musique. De vraiment mettre ça du côté qui est plus difficile. IPhone. Non, c'est une blague. C'est une blague. Vraiment de mettre tous les jouets, les choses d'intérêt, en fait, de les mettre de l'autre côté. On peut l'instant essayer de venir tourner, suivre des yeux. Sinon, moi, j'aime beaucoup aussi les petits câlins joue à joue. Donc, on place bébé ici, encore là, un petit peu plus vieux pour qu'on ait quand même là, un certain maintien du cou, c'est ça, à ce moment-là. Donc, je me place ici. Puis si je mets ma joue droite contre sa joue droite, mais là, il ne peut pas tourner à droite. Fait que soit il va rester droit ou il va aller de l'autre côté. Fait que c'est vraiment face à face, là, puis on vient se mettre joue à joue. Pour le forcer à tourner du côté qui ne tourne pas. Exactement. Comme ça limite d'aller vers le côté qui irait. Ou même, c'est plus bas, en petit câlin, puis je viens tourner la tête de l'autre côté, je le maintiens. Ça me fait un petit étirement. Normalement, quand c'est en câlin comme ça, là, c'est assez bien, assez bien toléré. Ça fait un petit moment bébé-maman très, très agréable en même temps. C'est ça. Normalement, là, c'est assez agréable. Puis sinon, d'utiliser les retournements comme exercice de renforcement, c'est vraiment super. Parce que dans un retournement, on vient travailler un redressement puis une rotation opposée. Oui, nos deux mouvements que tu parlais au début, là. Exactement. Donc, j'explique. Dans un retournement à droite, si je veux me retourner vers la droite, je vais devoir regarder vers la droite au début pour ensuite y aller. Mais quand c'est le moment de passer le côté pour me rendre sur le ventre, bien là, il faut comme que je me redresse de l'autre côté pour être capable de passer. C'est très bien fait. Donc, ça me fait rotation droite, flexion gauche. Fait qu'un petit bébé qui a un torticolis gauche, qui est en rotation droite, flexion gauche, de quel côté il va avoir plus de facilité à tourner? Toujours vers la droite. Et je suis contente que tu répondes parce que j'étais un peu mêlée, honnêtement, entre gauche-droite. Tout ça pour dire que si ma préférence est là, dans cette inclinaison-là, rotation-là, bien que là, je vais
de l'autre côté. Mais là, ça travaille et ma rotation et ma flexion. Parce que pour passer par-dessus, comme quand je suis rendue vraiment sur le côté, là, j'ai besoin d'aller redresser sur le côté. OK. Donc, on tourne, l'épaule tourne du côté qu'on a la raideur. Mais en fait, c'est du côté... Si je regarde toujours à droite, on va le faire vers la gauche. Consultez votre professionnel chez Klinatex. Puis on vous donne toujours ça avec des petites images puis tout ça, là, pour être des vidéos pour être certaine qu'on ait la même gauche et la même droite. Sur la photo, parce que des fois, là, notre droite, c'est à droite, tout ça vient mêlant, je vous l'accorde tout à fait. Puis des fois, c'est ça, dans mon charabia, non, mais je peux aller loin. Mais c'est ça. Donc, ça peut être des choses comme ça à utiliser. Puis en plus, travailler notre retournement des deux côtés, ça facilite notre transfert de poids des deux côtés. Je suis tannante avec ça. Non, mais c'est correct. Mais parce que j'imagine que ça aussi, après ça, aide aussi à ramper. Aide aussi aux quatre pattes, aide aussi à la position verticale, au premier pas. C'est un peu la même séquence chez tous les enfants. Il faut que ce soit bien acquis. C'est ça. Puis plus c'est ciblé tôt, moins c'est compliqué à régler. C'est vraiment là, un peu dans les cas de torticolis puis la joséphalie, c'est toujours un peu ma recommandation. Si vous avez un doute, mais Sam qui regarde toujours du bon bord, du même bord, puis là, il est à 2 mois et demi, je vais attendre son suivi 4 mois pour le médecin pour lui en parler, voir qu'est-ce qu'il en pense. Venez dès que vous le remarquez. Parce que vous n'avez pas besoin non plus de référence médicale. C'est vraiment un accès direct en physiothérapie. Fait que vous pouvez venir par vous-même. Puis, nous, un petit bébé de 2 mois et demi, c'est plus facile d'aller travailler. Puis on a plus de temps aussi avant un peu notre 6 mois que là, si on a une déformation, là, c'est le moment où on décide d'aller plus vers l'orthèse ou pas. Donc, on a plus de temps pour agir. Puis plus ils sont jeunes, plus c'est rapide la progression. J'imagine. Donc, le plus on les prend tôt, le mieux c'est. Et même chose justement au niveau moteur. Si je fais toujours mon retournement à droite, OK? Mais là, après ça, je vais toujours me placer assis par la fesse droite. Puis là, je vais me tirer assis sur la droite. Puis là, éventuellement, je vais me lever debout, toujours avec la même jambe aussi. Mais là, quand on est rendu debout, puis que ça part du retournement qui n'était pas fait, rendu à 1 an, bébé, ça ne tente plus de retourner faire des retournements pour aller chercher son transfert de poids. Oh, je comprends, là. OK, il faut que tu recommences ces exercices-là. Il faut que tu recommences à la base du côté gauche, en fait. Là. On ne va pas toujours remonter exactement au début, mais dans l'idéal, c'est ce qu'on voudrait faire, aller rechercher tous nos acquis pour qu'ils soient capables d'aller de l'autre côté. Parce que, crois-moi, un bébé de 9 mois que tu décides que tu veux qu'il s'assoie par l'autre fesse qui n'est pas habitué, là... Il n'est pas content. J'espère que tu as pris un long rendez-vous, là, parce que ça peut être très long. Mais c'est pour ça que c'est toujours des 1 heure. Mais c'est ça qu'on fait. Ça dépend de la collaboration. Exactement, se garder un petit buffer, si on veut. Ouais. Non, puis tu sais, j'ai goût de dire, par exemple, moi, je pense, en tant que maman qui regarde toujours à droite, finalement, je m'en vais voir un physio à Klinatex, puis finalement, c'est pas le cas, tant pis. Tu sais, je veux dire, s'il n'y a pas, tu sais, au mieux, il n'y a rien. Exactement. Puis au plus mieux, on s'est pris à l'avance. C'est rare qu'on vous laisse partir juste comme ça. Souvent, il va y avoir 1 ou 2 petits trucs qu'on va remarquer quand même. On va vous donner un exercice ou des idées. Des fois, juste si on manque d'idées de quoi faire pour le stimuler ou des choses à surveiller. Puis des fois, c'est ça qu'on discute. OK, bien, justement, par exemple, justement, bébé de 2 mois et demi, on se pose la question, on y va, il n'y a rien, tant mieux. On laisse partir. Puis on dit, bien, à 6 mois, assurez-vous qu'il se retourne bien des deux côtés. Ensuite, c'est un peu comme les points clés à surveiller qui sont, bien, si ça, c'est plus difficile, revenez nous voir. Sinon, d'ici là, je vous laisse filer. Plus, on soulève les petits points à surveiller quand ça va bien pour le moment. Puis, on ne fait pas un suivi quand on n'a pas besoin de suivi. Non, ça, c'est certain. Là. Puis, encore là, c'est ça. On en a des parents qui viennent vraiment juste en prévention. Des fois, grand frère, grande sœur a eu un torticolis qui a été pris en charge plus tard, que là, on a eu un casse. Ça a été plus compliqué. Ça a été un suivi qui a été plus long. Bien là, avec le 2e, 3e bébé, des fois, ils viennent rapidement juste pour faire une évaluation préventive. Puis, nous, on adore ça dans ce temps-là. Là, souvent, justement, c'est des personnes aussi qui sont sensibilisées à ça. Fait que c'est sûr, c'est plus facile de le remarquer quand on a déjà eu un premier. C'est sûr. Parce que c'est ça. Des fois, nous, on le voit, mais moi, je suis un peu la police de la symétrie. Oui, OK, chef Laurence. Puis c'est vraiment comme ça que, tu sais, en clinique avec les parents, je suis comme, oui, mais ça, de ce côté-là, tu sais, c'est souvent des petits trucs comme ça. Mais quand on n'a pas été exposé à ça, bébé se retourne. Est-ce que mon premier réflexe, c'est de me dire, il se tourne-tu des deux côtés? Mais non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Tu prends une photo, t'envoies ça à tout le monde, puis t'es content qu'il se tourne. Exactement. C'est pour ça que nous, on fait le côté police, puis que des fois, même si à la maison, on ne remarque pas nécessairement qu'il y a quelque chose, il peut avoir un petit quelque chose, puis c'est pas parce que on n'a pas fait des bonnes observations. Non, ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de se blâmer en tant que parent. Oui, c'est ça, exactement, parce que ça arrive tellement que on le voit pas, puis c'est parce qu'on a tellement la tête à penser à 1000 choses. Exact. Puis moi, c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé quand je vois bébé. C'est pour ça que je suis un peu
La police, la symétrie. J'aime bien ça. Laurence, police, la symétrie. Ça te va très bien. C'est ça. Puis si vous gardez à la fin, que si vous retenez qu'il faut surveiller la symétrie, moi, je vais être heureuse avec ça. On aime ça. La symétrie et dormir sous surveillance quand il y a des objets dans la bassinette. Je pense que là, on a deux. Oui, c'est ça. On a Dès qu'il y a des objets, toujours points principaux. Sous surveillance. Puis, mais justement, le sommeil peut être autant un allié avec un bébé qui collabore bien dans les siestes, sous positionnement, sous surveillance toujours, versus des bébés qui sont plus difficiles ou qui sont des grands dormeurs, que c'est difficile de corriger la position. Là, à ce moment-là, on n'aurait pas pensé qu'un bébé qui dort, en tout cas, du moins chez Beden Urbaine, on n'aurait pas pensé qu'un bébé qui dort plus que la moyenne pourrait devenir problématique, entre guillemets. Là, moi aussi, je mets des guillemets, tu vois. Oui, non, mais oui, effectivement, on va en reparler. Puis moi, j'ai une dernière question pour toi. Que penses-tu de la stimulation, tu sais, les mamans qui vont vouloir vraiment pousser, en fait, le développement moteur, tu sais, qui vont vraiment comme s'inscrire à des baby gyms puis des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir ou ça peut toujours être bon? En soi, ça dépend toujours un peu qui procure le cours. Oui, je dirais, de se renseigner, le plus possible. Par exemple, moi, j'en ai déjà donné des cours de développement moteur, 0-12 mois. Des fois, ça donne des idées aussi de quoi faire avec bébé. On le sait pas trop. Ça te fait sortir de chez vous, tu vois d'autres mondes aussi. Ça fait du bien à tout le monde. C'est ça fait du bien. Donc, en soi, de faire des petits cours de stimulation motrice puis tout ça, moi, je vois pas de problème. C'est certain que si on a un bébé de 7 mois qui commence à peine à ramper, je vais pas commencer à lui faire des exercices debout. C'est ça. C'est vraiment de suivre bébé, où est-ce qu'il est rendu. Puis quand il ouvre la porte, là, on peut y aller avec lui pour l'aider. Okay. Mais c'est pas à nous d'ouvrir toutes les portes. C'est ça. C'est un peu lui qui va être capable là, de... quand c'est le temps, il va y aller. Après ça, si on remarque qu'il y a des choses qui manquent, bien là, on peut l'aider pour ça. Mais en soi, c'est pas mauvais de faire justement des activités comme ça, des cours, mais c'est pas un concours non plus du premier qui va se mettre debout et partir à la course. Là. Ça, j'aimerais ça qu'on retienne ça aussi. Ce n'est pas un concours du premier qui se lève debout, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir un curriculum vitae de parents, de dire, moi mon enfant, il a marché à 11 mois et demi. Ça fait pas de toi une meilleure maman, Suzanne, mais on se comprend là-dessus. Et même à ce niveau-là, côté physio, je vais préférer son 4 pattes que son marché. Oui. Parce que justement, un bébé qui fait un 4 pattes, qui est réciproque, qui est beau, il a son transfert de poids des deux côtés, il a un beau contrôle postural, il renforce autant ses bras que ses jambes, il développe sa coordination, puis tout ça. Puis il est symétrique, là, j'imagine. Exactement. Là, puis ça nous prouve au moins un minimum de symétrie. Après, il y en a qui vont marcher à 4 pattes, ils vont toujours se rasseoir sur la même fesse. Oui, OK. Ça, c'est une autre étape qu'on va travailler. Mais déjà, si on a un beau 4 pattes, pour nous, c'est un bon signe. OK. Fait que moi, j'aimerais tellement ça que dans l'univers, comme dans notre imaginaire collectif, on focus sur le 4 pattes. OK. En tant que physio, ça me ferait vraiment plaisir. Bien, c'est un autre point à retenir. Fait que finalement, c'était la police, la symétrie et la gaga du 4 pattes. On pourrait dire ça comme ça. OK, d'accord. Alors, tu as maintenant 2 nouveaux surnoms, ma chère Laurence. Super. Est-ce que je pense que tu avais des questions pour moi? Oui, bien justement, un peu comme je te disais, avec des bébés, des fois, qui dorment plus ou... parce que, honnêtement, des fois, moi, je vais te donner quand même un certain nombre d'exercices et tout ça. Oui. Mais après ça, des fois, il y a certaines périodes où plus difficiles pour le sommeil avec bébé, ou des fois, il y a des périodes dans la journée en fonction des cycles de sommeil que moi, je suis un peu quand même moins connaisseuse de ce côté-là. Juste savoir si tu avais des trucs pour moi, des fois, que je pouvais enligner les mamans un peu avec ça, selon des périodes préférables dans la journée, ou encore des âges là, qui sont peut-être clés, que c'est connu que ça va être difficile au niveau du sommeil. La collaboration va être moins bonne dans la journée, puis on fera moins d'exercices, puis ça se peut. Bien, au niveau des âges, il y a toujours quelque chose qui peut venir affecter les habitudes de sommeil. Hein? Parce que oui, il y a des régressions dans le sommeil qui sont dues à des bons développements. Par exemple, le 4 mois, le 8 mois, le 10 mois. Ça, c'est peut-être des périodes où l'enfant va être moins propice à collaborer parce que le sommeil est impacté par son développement. Mais encore là, puis après ça, il a poussé dentaire, il a été malade, un rhume, ça fait 3 semaines qu'il a le nez bouché. Je veux dire, il y a toujours quelque chose qui impacte. Fait qu'en même temps, on ne peut pas s'arrêter à ça parce que finalement, on ne fera jamais rien. Cependant, des moments dans la journée, c'est sûr et certain que si l'enfant a des horaires de sieste très précises, peut-être planifier qu'il dorme, planifier le temps de transport et avoir notre rendez-vous chez le physio, ça, ce serait vraiment nickel. Puis sinon, mais plus la journée avance, plus nos enfants sont fatigués, un peu comme nous. Mon garçon, il dit tout le temps qu'il y a une maman du matin puis une maman du soir, parce que ça a l'air que j'ai vraiment 2 personnalités, mais c'est un peu la même chose. Fait que les rendez-vous vers la fin de la journée, c'est sûr que l'enfant collabore moins bien. Tu sais, surtout si on a eu des siestes un peu boboches, c'est sûr que ça aide pas.
Puis au niveau de... Parce qu'en te posant la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui dort beaucoup si on ne veut pas le laisser trop en position dorsale? Parce que, encore une fois, Santé Canada nous recommande chaudement de mettre l'enfant en position sur le dos. C'est sûr et certain que sous surveillance, encore ces petits coussins-là. Mais ce qui est particulier avec la philosophie bedaine urbaine, c'est que nous, on invite aussi peut-être à faire dormir les bébés, pas nécessairement dans leur lit. Tu sais, un porte-bébé, il y a d'autres endroits où un enfant peut faire une sieste sans nécessairement être couché sur sa tête. Fait que ça, c'est des choses aussi qui peuvent aider. Là, honnêtement, je me porte une prétention que je ne connais pas, mais il y a des fameux coussins, comme la compagnie Sleep Tight, qui font ça ici au Québec, qui sont des coussins un peu pour mettre dans le lit, toujours sous surveillance, mais peut-être qu'effectivement, ça peut aider aussi. Mais là, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose d'ergonomique tant que ça, là, mais ça, c'est quelque chose qui pourrait aider. Puis encore une fois, si le Delta Baby permet la position sur le côté, encore une fois, sous surveillance, peut-être de varier aussi. Ça. Mais là, encore là, est-ce qu'on y va... Puis là, je te renvoie la balle. Oui. On y va toujours en prévention ou encore ça serait plus le traitement parce que, encore une fois, la position la plus sécuritaire serait sur le dos. C'est si on a une plagiocéphalie ou une brachycéphalie qu'on utiliserait ces moyens-là, non? Oui. C'est sûr que nous, la priorité reste toujours la sécurité de bébé. C'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est toujours numéro 1, c'est la sécurité. Nous aussi. Oui. Tout le monde. La sécurité de tout le monde en premier. Fait que ça, on y va vraiment avec sécurité en premier. Si on a un bébé qui n'a pas cette problématique-là, qui n'a pas de problématique au niveau de la tête, qui dort bien dans son lit, qui fait ses siestes sur le dos, la tête, des fois, est à droite, des fois, est à gauche, on le laisse dormir. C'est ça. T'sais, notre but, c'est pas de perturber son sommeil volontairement quand ça peut déjà être, je pense, ça, t'en connais plus que moi. Non, mais c'est des habitudes, mais même le sommeil de l'adulte, des fois, peut être facilement perturbable. C'est ça. Puis en même temps, je dirais, dans les périodes d'éveil, peut-être plus de faire le fameux tummy time, mais je sais pas comment le dire en français. C'est le temps sur le ventre. Oui, temps passé sur le ventre. Temps sur le ventre. Ça, on en fait. Puis encore là, la nuit, on le laisse tranquille. Oui. Après ça, est-ce que souvent, c'est la dernière chose qui va se corriger. Si, des fois, justement, l'observation du parent, c'est la nuit, il y a toujours la tête à droite, mais ça se peut que, la nuit, il dort, on retombe dans nos habitudes, puis on n'est pas là pour le surveiller, pour tourner sa tête ou peu importe. Non, c'est ça. Ça se peut que ce soit la dernière chose qui se corrige. Fait que nous, on va vraiment mettre l'accent sur tout ce qu'on peut faire dans la journée. C'est ça. Fait que autant dans les périodes d'éveil ou, justement, les siestes, que là, on peut surveiller. C'est ça, exact. Que là, on peut se permettre, des fois, de varier un peu la position si bébé le tolère bien. Oui. Parce qu'encore là, on ne peut pas se dire on va aller sur le côté, puis finalement, il ne dort pas de la journée, puis là, c'est plein d'autres problématiques que, encore là, tu pourrais plus... Mais là, encore là, je me pose la question. Par exemple, un enfant qui a une plagiocéphalie, qui là s'endort pour la sieste, moi, c'est sûr que, de mon point de vue de consultante en sommeil, si on ne réveille pas un enfant qui dort, puis s'il est endormi de même, c'est parce qu'il est bien de même. Ouais. Toi, tu aurais mal dans le cou, maman, mais lui, il est bien. Mais est-ce que encore là, un enfant qui a une problématique, ce serait l'idéal d'aller le bouger dans son sommeil? Ça, c'est toujours la partie que je trouve un peu plus délicate. Moi, je veux dire, un bébé qui dort vraiment dur, là, puis qu'une fois qu'il dort, il dort, on peut s'essayer de juste lui tourner la tête. Tu sais qu'il dort, il a vraiment de l'air de bien dormir, mais c'est possible qu'il ne dorme pas tant que ça. Hein? C'est pour ça que je suis comme... Si on est capable, des fois, de le tourner, puis il va rester comme ça 3 heures. OK, mais si... Déjà, on le tourne, après 2 minutes, il revient, puis en plus, ça perturbe son sommeil, puis tout ça. Ça fait 45 minutes que tu essaies d'aller prendre une douche, laisse-le de même. Okay. C'est ça, puis, tu sais, gros bon sens aussi, là, c'est ça. Fait que des fois, on peut essayer de corriger la position lorsqu'il dort, si c'est bien toléré, puis que ça dérange pas trop. Là, mais j'aime bien le gros bon sens, finalement. C'est ça. Okay. C'est énormément du cas par cas avec les tout-petits, là. Ouais. C'est ça. On s'adapte à la personnalité de chacun, à la routine de chacun, à la famille de chacun. Il y a ça aussi que je dis toujours. Tu sais, moi, je vais donner une grande liste d'exercices, par exemple, à la clinique. C'est toujours... Je donne jamais de nombre exact. Non. Parce que selon... si c'est ton premier bébé, tu es toute seule à la maison, tout va bien autour, tu n'as pas de stress autre à gérer, personnel, contextuel ou quoi que ce soit. Tu fais peut-être la liste tous les jours. Peut-être tu as le temps de faire 1 heure, 2 heures d'exercice par jour. Mais si tu es à la maison, ils ont toute la gastro, il y en a 2 qui sont pas à garderie, puis là, tu as tout ça à gérer, puis en plus, tu as des stress personnels avec ça. Tu sais, c'est toujours, on en fait le plus selon notre contexte familial, selon ce qui est possible de faire à la maison. Mais c'est toujours du cas par cas, puis
faut pas, justement, encore là, se taper sur la tête parce qu'on se dit hey, je pourrais en faire plus ou je devrais en faire plus ou ci ou ça. On fait ce qu'on peut. On pourrait toujours en faire plus, de toute façon. Même quand tu en fais plus, tu pourrais encore en faire. Tu as l'impression que tu pourrais encore en faire plus, fait qu'il faut arrêter de pousser. J'aime bien le cas par cas parce que on est dans un ère où on a la chance d'avoir les Internets. Puis là, souvent, on va sur notre groupe de mômes. Puis là, tu sais, mais le cas par cas restera toujours, en tout cas, moi, je trouve le plus précis pour tout et chacun. Là, parce que ce qui fonctionne pour un peut fonctionner très bien pour un autre, mais ne peut ou même être contre-indiqué pour une autre situation. Exactement. Puis c'est pas parce qu'il y a un bébé que ça a fonctionné pour lui personnellement. C'est plus anecdotique un peu. Oui. Puis au niveau de la science, on essaie d'éviter plus ce qui est anecdotique pour aller avec plus des cadres là, vraiment des scientifiques qui sont vraiment plus rationnels qu'émotifs, si on veut. Oui. Fait que des fois, c'est ça. Ça vaut toujours la peine là, de faire évaluer notre bébé parce que justement, dans les cas de plagiocéphalie, de torticolis, si on fait la bonne chose dès qu'ils sont tout petits, la majorité du temps, on s'en sort assez bien. Là. Oui, c'est la prévention. On ne le dira jamais assez. Un bébé, encore là, je ne veux jamais dire jamais puis tout ça, mais la majorité des bébés qui arrivent à 2 mois avec une plagiocéphalie, j'utilise souvent le 2 mois parce que c'est un âge où on peut travailler encore beaucoup. C'est encore très malléable, le bébé collabore bien, puis souvent, ça va bien. Mais il n'y a pas un très gros pourcentage qui vont se ramasser avec un casque à 6 mois si on était capable de les prendre en charge à 2 mois. Versus le même portrait clinique que je verrai à 2 mois ou à 4 mois pour la première fois, mais celui qui est arrivé à 4 mois pour la première fois a plus de chance quand même que ça arrive parce que il est plus vieux, ça bouge moins vite, on a moins... Notre fenêtre pour agir est moins grande. Puis des fois, on a même plus de caractère aussi. Oui, c'est ça, oui, exactement. Fait que c'est toutes des choses comme ça. Fait que dans le doute, venez nous voir. Ça va pas toujours. Non, puis moi, je tiens à préciser aussi que si ton enfant en vient qu'à avoir besoin du fameux petit casque, c'est pas un échec de parents non plus. Là, c'est pour son bien-être. C'est comme les orthèses de pied. C'est qu'à un moment donné, c'est des outils qu'on a la chance d'avoir, nous, dans les années 2020. On a des outils comme ça pour justement les aider à mieux grandir. Donc, puis encore là, c'est du cas par cas. Certains bébés vont évoluer très rapidement, le crâne va bouger très vite. D'autres, même si on fait tout, ça bougera moins vite. C'est ça. Puis c'est ça, le casque, c'est pas du tout un échec. Là. Mais non, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'il va avoir un petit casque. Mais souvent, ça fait mal au cœur de maman, mais souvent, c'est pour son bien-être. C'est ça. Puis justement, c'est un outil qui est à notre disposition. Fait que quand c'est nécessaire, on va l'utiliser. C'est certain que si on est capable de ne pas en avoir besoin, tant mieux. C'est ça. Mais si on en a besoin, c'est ça, exactement. C'est fait pour le monde, comme on dit. Oui, tout à fait. Tu as bien fait de ramener ce point-là, de le préciser. Oui, bien, parce que je travaille beaucoup avec des mamans. Puis là, il va avoir un petit casque. Mais moi, je suis tout le temps, il est donc bien chanceux. C'est comme, as-tu compris ce que je disais? J'ai très bien compris, mais j'essaie de dédramatiser tout le temps la chose. Puis il y a tellement des beaux designs, en plus, qu'on peut choisir maintenant. Swarovski, puis toute la patente. Exactement. C'est le fun. Good. Est-ce que tu avais d'autres questions pour moi? Écoute, je pense que ça fait pas mal le tour. Mais oui. C'était, ma foi, très agréable de te rencontrer, ma chère Laurence. Tu es physiothérapeute. Hein? Exactement. Est-ce que tu es physiothérapeute pédiatrique? C'est ça. Je suis physiothérapeute en pédiatrie, puis je fais du musculo-squelettique adulte aussi. En ce moment, comme je te disais, là, je suis partagée sur 2 sites. Donc, je vois là, des petits bébés de 0, en fait, à partir de la naissance, jusqu'à temps qu'ils soient adultes, grands, avec des problèmes de grands. Mais... Avec des problèmes de grands, des problèmes d'adultes. Fait que je couvre quand même là, un grand range d'âge avec ma pratique. Mais merci beaucoup, Laurence Police de la symétrie, exactement. Gaga du 4 pattes et aussi, accessoirement, physiothérapeute chez Kinatex. Merci beaucoup, ça fut vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Top, Mom, j'espère que tu as aimé. Je t'invite à t'abonner à nos chaînes, à partager si le contenu t'intéresse et même à activer la clochette des notifications pour ne rien manquer. Et je te dis à très bientôt. Merci.